Vous pouvez obtenir de la part de n'importe quel interlocuteur son consentement pour qu'il fasse ce que vous voulez qu'il fasse. Et il y a deux bouquins qui sont très intéressants sur le sujet. C'est le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens et ce bouquin aussi de Robert Cialdini avec les différents mécanismes de persuasion. Quand vous êtes cadre et que vous voulez obtenir de la part de votre employeur, que ce soit le RH, le manager, votre directeur, eh bien, qu'il accepte une rupture à l'amiable, vous devez être en mesure de l'influencer, de le manipuler. Donc, cette vidéo, c'est un guide pratique de manipulation et d'influence à destination des honnêtes cadres. Comment fabriquer le consentement pour transformer un non catégorique en un oui et définitif? Vous souhaitez quitter votre entreprise, donc avec une rupture amiable, mais comment convaincre votre service RH, votre manager, votre direction d'accepter volontairement? Plutôt que d'imposer vos vues ou de les menacer, ce qui risquerait finalement de braquer vos interlocuteurs, ce guide va vous montrer comment utiliser les techniques d'ingénierie sociale et notamment le nudge, le nudging en anglais, pour bâtir une stratégie d'influence, pour les amener subtilement à vouloir la même chose que vous, c'est-à-dire une séparation. Alors le nudge est inspiré de l'économie comportementale, ce qu'on appelle un coup de pouce psychologique qui influence les décisions de façon douce et presque invisible. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment s'en servir, combiné à des principes d'ingénierie sociale, gagner l'adhésion de la DRH et du management, et donc de les amener à vous proposer d'eux-mêmes une séparation avantageuse pour tout le monde. Alors au programme, les principes clés du nudge, des exemples concrets en entreprise, une structure narrative efficace, des leviers psychologiques à activer et une checklist finale de coups de pouce à ne pas oublier. Donc si vous êtes prêt à devenir un maître de l'influence positive, c'est parti. Donc dans cette vidéo, je vais vous résumer les techniques d'ingénierie sociale pour transformer un non catégorique en un oui réfléchi et volontaire. Alors comme le dit Donald Trump dans The Art of the Deal, négocier, ce n'est pas simplement obtenir un meilleur deal. C'est un jeu d'influence où chaque mot, chaque posture et chaque stratégie comptent. Et les meilleures techniques, eh bien, viennent d'Harvard. Et ça tombe bien, avec mon associé François, nous sommes certifiés en négociation à Harvard depuis 2023. Et si vous voulez savoir comment les appliquer concrètement dans votre propre situation pour provoquer votre départ, négocier, là où 89% des employeurs disent non, eh bien, suivez-nous. Je m'appelle Amalric, expert en négociation de départ et fondateur de rupturepro.com. J'accompagne et je prépare les cadres à quitter leur boîte dans les meilleures conditions. Et ma mission est la suivante, c'est de déjà vous éviter un refus catégorique, de ne pas faire d'erreur, de ne pas vous faire avoir par les RH et de maximiser vos indemnités. Donc si vous voulez apprendre comment négocier intelligemment, votre rupture professionnelle, vous pouvez déjà vous abonner à cette chaîne, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, ça pourrait vous servir au cas où. Alors, qu'est-ce que la technique du nudge? Eh bien, le nudge signifie en anglais le coup de pouce, ou encouragement subtil. Et c'est un concept popularisé par l'économiste Richard Taylor et le juriste Cass Sunstein. L'idée centrale est qu'on peut influencer les choix de la personne en modifiant des petits détails de l'environnement ou de la présentation des options. Alors bien sûr, sans jamais l'obliger ni le contraindre à faire ce que vous voulez qu'il fasse. Donc il s'agit en fait de séduire l'esprit plutôt que de le forcer. Par exemple, vous l'avez peut-être vu dans la presse, des collectivités ont installé il y a quelques années des poubelles ludiques, des marquages colorés au sol ou encore des cendriers interactifs afin d'inciter les citoyens à adopter de meilleurs comportements de manière amusante, non intrusive si je puis dire. Derrière ce procédé se trouve un constat. Nous ne sommes pas aussi rationnels que nous le croyons. Notre cerveau est influençable par le contexte, les habitudes, les biais cognitifs. Ce qui signifie qu'une petite astuce bien pensée peut orienter nos actions sans que nous ayons pleinement conscience. Et l'exemple célèbre du nudge, c'est ce que vous avez pu voir à Amsterdam, dans un aéroport. Et bien, ils avaient dessiné une petite mouche à l'intérieur d'un urinoir pour les hommes qui sert de cible pour que les hommes visent. Et ce stratagème ludique a permis de réduire d'environ 80% les coûts de nettoyage des toilettes pour les hommes, preuve de l'efficacité d'un léger coup de pouce bien pensé. Vous vous doutez bien, personne n'a ordonné aux usagers de viser la mouche, ils le font d'eux-mêmes, presque par jeu. Et c'est là toute la puissance du nudge. Influencer subliminalement le comportement en donnant l'illusion d'un choix libre. Et dans le contexte de l'entreprise, on peut imaginer de nombreux petits nudges. Par exemple, présenter l'option de la rupture professionnelle comme la plus naturelle et bénéfique lors d'une discussion ou encore utiliser un langage positif, jamais dans le reproche, qui oriente doucement l'état d'esprit du manager. Et l'objectif est le même, donner un coup de pouce mental qui amènera l'autre, votre interlocuteur,
à pencher vers la décision souhaitée, sans qu'ils ne se sentent forcés. Le point suivant, c'est d'influencer plutôt que de contraindre. Depuis toujours, le pouvoir efficace est celui qui préfère séduire plutôt qu'imposer. Et il est bien connu que l'incitation marche mieux que la coercition pour faire changer les comportements. Autrement dit, on obtient souvent plus de résultats en donnant envie qu'en imposant par la peur ou l'autorité brute. Les dirigeants avisés, tout comme les experts en négociation, l'ont bien compris. Il vaut mieux gagner la confiance de l'autre et l'amener à coopérer volontairement plutôt que de le braquer. Et pourquoi cela fonctionne-t-il? Eh bien parce que un individu qui se sent libre de choisir et en confiance aura tendance à adhérer pleinement à la décision, même si cette décision a en fait été orientée de l'extérieur. C'est le paradoxe de l'illusion du libre arbitre. En donnant à votre interlocuteur le sentiment qu'il prend lui-même la décision, alors que vous avez subtilement cadré les options, vous obtenez un contrôle bien plus puissant sur l'issue qu'en essayant de lui forcer la main. Un choix perçu comme autonome sera défendu par la personne elle-même, là où une consigne arbitraire aurait pu générer de la résistance ou de la méfiance. Alors, si on en revient à la rupture professionnelle, appliquons-le. Dans notre cas, vous voulez que l'employeur consente de lui-même à la rupture. Vous allez donc jouer la carte de l'influence douce. Il s'agira de présenter la rupture professionnelle non pas comme votre exigence, mais comme une solution parmi d'autres qui deviendra évidente et mutuellement avantageuse au fil des échanges. Donc une solution qui pourrait même venir d'eux. Alors vous n'allez pas crier « je veux une rupture, je veux partir, signez ici ». Ça risquerait de créer un réflexe de défense. Et là, ils vous diront non, catégoriquement. À la place, vous allez planter des graines, raconter une histoire, influencer le cadre de référence de sorte que, graduellement, votre management, les RH, viennent à penser, eh bien après tout, cette rupture professionnelle, dans son cas exceptionnellement, est peut-être la meilleure issue pour nous tous. Vient ensuite la stratégie de communication d'influence. Parce que pour tenir à cette orientation en douceur, voici quelques stratégies inspirées du nudge et de la persuasion classique. Déjà, vous pouvez dire ce que l'autre veut entendre. Mettez-vous dans la tête du RH ou du management. Mettez-vous dans leur pompe. Quels sont leurs intérêts? Quelles sont leurs préoccupations? Adoptez aussi un discours en conséquence. Parlez leur langage et répondez à leurs objectifs. Par exemple, le service RH veut sûrement éviter un conflit long ou un contentieux juridique. Eh bien, le manager, lui, veut peut-être maintenir la productivité de son équipe et éviter de plomber l'ambiance. Mais montrez-leur que vous comprenez leurs besoins, que vous y avez déjà pensé. Soyez dans l'empathie. Vous pourriez dire, par exemple, je sais que l'entreprise valorise le climat social apaisé et préfère éviter les tensions inutiles. En annonçant cela, captez leur attention positivement, car vous commencez par répondre à leurs attentes. Et c'est exactement le principe du prétexte gagnant. Introduisez votre demande en la formulant d'abord comme quelque chose qui sert les intérêts de l'autre. Si vous lui dites ce qu'il a envie d'entendre, il sera beaucoup plus réceptif à ce qui suit. Ensuite, vous devez créer un récit auquel il peut adhérer. Les faits ne suffisent pas. Il faut une histoire cohérente et engageante. Donc construisez un récit commun où l'employeur et vous êtes du même côté, confrontés à une situation à résoudre ensemble. Par exemple, cela fait un moment que je réfléchis à mon évolution, j'aime cette entreprise, mais je sens que j'ai un besoin d'un nouveau départ. Je voudrais trouver une solution qui soit positive pour tout le monde. Dans ce récit, vous n'êtes pas en train d'accuser l'entreprise ni de fuir vos responsabilités. Au contraire, vous impliquez votre interlocuteur dans la recherche de la meilleure issue. L'histoire pourrait alors continuer après quelques échanges. Nous avons tous les deux intérêt à ce que la séparation se passe au mieux, sans heurts, pour préserver finalement le respect mutuel et l'image de l'équipe. Et en présentant la rupture comme dénouement logique d'une histoire bien construite, vous permettez à votre manager, au RH, de se projeter et d'adhérer émotionnellement à l'idée. Rappelez-vous, on accepte plus facilement une idée quand on la comprend à travers un récit qui a du sens pour nous. Ensuite, vous allez pouvoir manipuler le seuil de tolérance graduellement. Et c'est l'art d'y aller à petits pas, sans brusquer, crescendo, plutôt que de tout demander d'un coup. Vous allez graduellement augmenter la portée de vos interrogations. Un peu comme quand on augmente la température petit à petit d'une pièce. C'est quelque chose qui se fait parfois dans la grande distribution, en négociation. Les gens rentrent et il fait chaud et on leur donne pas d'eau. Concrètement, cela signifie qu'au lieu de commencer la conversation en réclamant une rupture professionnelle directement, vous allez d'abord sonder le terrain avec des petites suggestions. Par exemple, lors d'un premier échange, vous pouvez aborder franchement l'impasse dans laquelle vous êtes ou vos envies légitimes de changement, de mobilité, comme disent les RH, sans forcément parler de départ. Vous pouvez demander un aménagement, par exemple un changement de poste, un projet différent, puis constater avec votre manager que ces tentatives n'ont pas résolu le problème. Et petit à petit, l'idée d'une séparation commence à faire son chemin, presque naturellement je dirais. Et c'est semblable à la technique du foot in the door, c'est le pied dans la porte. Obtenir un petit oui
initial, comme qu'il y a un problème ou qu'un changement peut être envisagé, pour ouvrir la porte à un plus grand oui plus tard. La rupture, eh bien, finale avec votre employeur. Et en procédant par paliers, vous abaissez les résistances de votre interlocuteur. Chaque concession ou accord partiel qu'il fait est par le suivant, sans jamais dépasser son seuil de tolérance au moment où vous abordez le sujet. Et un nudge après l'autre, une discussion après l'autre, vous le rapprochez de la conclusion que vous visez en douceur, question après question. En résumé, communiquez de manière stratégique. Utilisez leurs mots, leurs objectifs. Racontez une histoire engageante et dosez vos propositions de manière progressive. Ces techniques de communication vous permettront de guider la discussion exactement où vous le souhaitez, sans donner l'impression que vous tirez les ficelles. 3 attitudes peuvent définir la réception de votre message: la confiance, la méfiance et l'indifférence de votre interlocuteur. Donc votre mission est de cultiver la confiance, d'éviter la méfiance et surtout de surmonter cette indifférence. Alors pour gagner la confiance, vous vous doutez bien, la confiance est le terreau sur lequel vos nudges vont pouvoir pousser. Si le RH ou votre manager a confiance en vos intentions, il sera ouvert à vos suggestions. Pour cela, soyez sincère et transparent sur vos motivations, sans tout dévoiler de votre stratégie, bien sûr, hein. Montrez pas vos cartes, sinon c'est comme jouer au poker en mettant les cartes sur la table. Et ça n'a plus de chance, ça n'a plus de sens et vous pouvez compter que sur la chance. Montrez que vous cherchez une solution équitable. Par exemple, je tiens à ce que mon départ, si jamais départ il y a, se fasse correctement dans le respect de chacun. Faites preuve d'empathie envers les impératifs de l'entreprise, comme on l'a vu précédemment. Plus vous apparaîtrez honnête, coopératif et constructif, plus l'autre partie sera encline à baisser la garde et donc à vous faire confiance. N'hésitez pas à valider certaines de ces préoccupations, sans vous contredire bien entendu, en restant toujours sur la même ligne, pour qu'ils sentent que vous êtes dans le même camp. La confiance se bâtit aussi en tenant parole. Si vous dites que vous allez d'abord essayer telle solution, eh bien faites-le vraiment. Si vous dites que vous allez voir telle personne, faites-le vraiment. Vous construisez ainsi votre crédibilité. Le côté good liver quand on part. Ensuite, il est important d'éviter d'éveiller la méfiance. La méfiance est votre ennemi numéro 1. Si à un moment, votre responsable sent de la manipulation, sent de l'influence grossière ou une menace larvée, il risque de se braquer et forcément de refuser toute discussion ultérieure. Et dès qu'il n'y a plus de discussion, hop, il n'y a plus de négociation. Une négociation, c'est de l'échange. Donc pour éviter cela, soignez le fond et la forme. Sur le fond, restez toujours dans une approche gagnant-gagnant. Jamais de chantage du type eh bien, si on n'a pas ça, je me mettrai en arrêt maladie ou une autre menace. Ça ne sert à rien et vous allez perdre en crédibilité. Sur la forme, de même, gardez un ton posé et positif. Évitez l'agressivité, évitez aussi l'impatience. Également, ne dévoilez pas toutes vos cartes d'un coup, ni trop tôt. Sinon, vous risquez en fait de vous retrouver, comme on dit, un peu à poil. Par exemple, si dès la première conversation, vous parlez d'avocat et donc vous partez sur l'approche juridique ou de procédure, vous allez affoler votre interlocuteur. Ne faites rien qui puisse le faire paniquer inutilement. Au contraire, avancez vos pions de manière ludique et tranquille. Comme un joueur d'échecs avance, vous pensez à l'avance à vos coups, mais vous les présentez comme de simples propositions innocentes. Il ne doit pas voir venir votre tactique derrière vos demandes. Alors bien sûr, ça demande une certaine finesse psychologique, et c'est crucial pour maintenir un climat de sérénité. Enfin, il va falloir surmonter l'indifférence. Il se peut que votre interlocuteur, du moins au début, ne prête pas grande attention à votre impasse ou à vos allusions. Peut-être est-il indifférent ou peut-être qu'il ne voit absolument rien qui puisse gêner car il a d'autres priorités. Ou peut-être pense-t-il que ça va passer en fait. Ce n'est qu'une mauvaise passe. Dans ce cas, il faut trouver un moyen de polariser son attention. Alors nous y reviendrons avec le clivage fondateur, mais vous devez faire en sorte que votre situation devienne un sujet digne d'intérêt à ses yeux. Pour vaincre l'indifférence, illustrer l'impact concret. Par exemple, mentionner, alors sans dramatiser, en quoi votre désalignement actuel pourrait affecter vos résultats ou l'équipe sur le long terme. Sans menacer, vous faites comprendre ainsi qu'il y a là un problème réel qu'il vaut mieux régler. Autre astuce, posez des questions pour l'impliquer. Comment voyez-vous mon avenir ici, compte tenu de mes objectifs personnels? Que feriez-vous ou que ferais-tu à ma place si vous ressentiez ce que je ressens? Amenez le RH, amenez votre manager, votre directeur à réfléchir avec vous sur le sort de la situation, le sort de son indifférence. Et une fois son intention captée, vous pourrez revenir à l'orientation positive. Il ne s'agit pas de l'inquiéter pour le plaisir, juste de lui faire comprendre que le sujet mérite son écoute active. Et donc, en jonglant entre ces 3 aspects, renforcer la confiance, éviter la méfiance, combattre l'indifférence, vous créez un climat relationnel optimal. Et c'est ça qui va vous permettre de faire passer vos nudges. C'est un peu comme ajuster les ingrédients d'une recette. Trop de méfiance et c'est raté.
Trop d'indifférence et rien ne prend. Suffisamment de confiance et la sauce prend parfaitement. L'art du phishing social. Le but, c'est d'attirer sans effrayer. Alors parlons un instant de Kevin Mitnick. C'est un célèbre hacker reconverti, un maître de l'ingénierie sociale ou social engineering. Et son approche pour obtenir des informations sensibles n'était pas de forcer les serrures ou de casser des pare-feux, mais d'amadouer les humains derrière les systèmes. Il décrivait ces attaques comme une forme de phishing humain. On attire la cible par la ruse sans jamais l'alarmer. Alors comment il faisait ça? Eh bien, en se faisant passer pour un allié de confiance, en racontant une histoire crédible, en utilisant les bons mots qui pouvaient laisser penser que finalement, c'était un endroit safe pour la personne. Et par exemple, Mitnick pouvait appeler un employé en prétendant être du service informatique et en utilisant le jargon de l'entreprise, prétextant résoudre un problème urgent. Et l'employé, en confiance, lui donnait spontanément les accès demandés. Et tout cela sans éveiller le moindre soupçon, car la mise en scène était parfaite. Il était vraiment dans un rôle. Donc sans aller dans l'illégalité bien sûr, hein, pour aller négocier votre rupture professionnelle, vous pouvez vous inspirer de cet art de l'attaque furtive, je dirais, pour votre cause légitime. Voyez votre demande de rupture professionnelle comme une sorte de phishing psychologique positif. Vous voulez votre HR, votre manager clique sur le lien, accepter la rupture si je puis dire, sans qu'il sente le danger? Eh bien pour cela, première chose, présentez-vous toujours sous un jour bienveillant et légitime. Parlez en tant que collaborateur loyal qui veut le meilleur pour tout le monde, pas rebelle voulant soudain partir ou en agitateur. Par exemple, eh bien, vous pouvez dire je viens parce que j'ai confiance en notre capacité de trouver une solution intelligente ensemble et vous utilisez là la terminologie et les valeurs de l'entreprise. Confiance, solution, ensemble, pour montrer patte blanche. Et c'est l'équivalent de l'email de phishing qui reprend le logo et le ton officiel pour paraître authentique. Vous avez déjà entendu parler de ces histoires-là. Du jour au lendemain, il y a le CEO de telle boîte qui envoie à quelqu'un de la comptabilité un message, ça reste entre nous, envoyez-moi finalement faites-moi un virement de temps sur ce compte-là. Et ça a marché. Il y a des gens qui sont tombés dans le panneau en disant oh, j'ai eu la confiance, on me demande à moi personnellement, il ne faut pas que j'en parle. Ils l'ont fait. C'est dingue, mais ça marche. Deuxièmement, choisissez le bon canal et surtout le bon moment. Un ficheur choisit le moment où la cible est vulnérable, par exemple en fin de journée ou quand il est occupé, pour placer son attaque en douceur. De même, privilégiez un moment où votre interlocuteur est disponible et détendu pour aborder le sujet. Peut-être lors d'un entretien annuel ou à l'occasion d'un point informel où l'atmosphère est moins tendue. Voilà, l'effet de surprise doit jouer en votre faveur. Abordez le sujet sans crier gare, mais quand les conditions sont favorables pour vous, c'est augmenter vos chances que le message passe comme une lettre à la poste. Troisième chose, n'exposez pas trop tôt votre véritable intention. Un bon mail de phishing ne vous demande pas directement vos mots de passe dès la première phrase. Il vous emmène sur un site qui semble légitime d'abord. Dans votre cas, ne démarrez pas la discussion en disant bah, « je veux une rupture conventionnelle, sinon ça ne va pas aller ». Ah non, là, ils peuvent vous dire non autant de fois qu'ils le veulent et ce sera fini. Vous aurez dévoilé votre jeu, terminados. Et là, vous serez obligé de démissionner. Vous serez mis au placard et ils attendront que vous partiez. Donc, commencez par le contexte, par créer de la compréhension, comme on l'a vu un peu plus tôt. Amenez progressivement le sujet jusqu'à ce que, bien, finalement, la suggestion de la rupture professionnelle apparaisse presque comme une simple formalité finale. Rappelez-vous, une rupture de contrat, ça peut prendre plusieurs formes. À un moment, il faut que ce soit fait à l'amiable. Et c'est ce que vous recherchez. Donc, ça doit venir d'eux. Quatrièmement, utilisez les leviers psychologiques. Ce qu'on a déjà mentionné un peu plus tôt, les biais cognitifs à votre avantage. Les hackers sociaux exploitent les failles de votre jugement, ce qu'on appelle les biais. De manière éthique, vous pouvez jouer sur certains biais. Par exemple, le biais de réciprocité. Montrez que vous êtes prêt à faire un geste pour l'entreprise. Par exemple, former votre remplaçant, rester quelques semaines de plus pour finir un projet, traiter encore un client. Et votre employeur sera plus enclin à rendre l'appareil en acceptant le principe de séparation. Ou alors encore le biais de conformité, ou ce qu'on peut appeler aussi de normes sociales. Mentionnez, si c'est vrai bien sûr, que d'autres collaborateurs dans une situation similaire ont trouvé un accord gagnant-gagnant. Si votre interlocuteur pense que c'est une pratique normale et acceptée, il sera moins réticent. Personne n'aime être le premier à faire quelque chose, hein, mais si ça se fait déjà ailleurs, alors c'est rassurant. Ok. Donc il sera plus enclin à faire ce que vous aimeriez qu'il fasse. Un autre biais encore très utile est celui de l'aversion aux pertes. Faites comprendre subtilement que de ne pas trouver un accord amiable serait finalement une perte pour tout le monde. Une perte de temps, une perte en énergie, une perte financière potentiellement en contentieux. Nous détestons perdre plus que nous aimons gagner. Donc il vaut mieux pour l'entreprise gagner un départ propre maintenant que de rentrer dans une situation de contentieux, de conflit, je dirais perdant-perdant. En somme, adoptez la mentalité
du hacker bien intentionné. Soyez astucieux, soyez patient, soyez attentif aussi aux réactions de votre cible. Votre discours doit être suffisamment attrayant et rassurant pour que l'autre s'y engage sans crainte. C'est pour ça, prenez votre temps et on le répète à chaque fois. Plus vous avez de temps, plus vous anticipez votre projet de sortir, meilleure sera la négo, tant sur le plan humain, mais aussi sur le plan financier. Attirer sans effrayer, un peu comme le chasseur qui se rapproche de sa proie. Gardez toujours ce mantra en tête, attirer sans effrayer. Ensuite vient un autre sujet qui est de polariser l'attention. Le clivage fondateur est là. Le clivage fondateur, qu'est-ce que c'est? Ici, nous entendons par le fait de poser une alternative bien-être qui va polariser l'attention de votre interlocuteur entre deux options proposées et opposées. C'est une technique narrative et persuasive puissante. En exposant clairement deux chemins, dont l'un mène visiblement à une impasse ou à un scénario négatif, et l'autre à une issue positive, vous orientez inconsciemment la personne vers le choix qui vous convient, le chemin positif, bien entendu. Alors comment utiliser cela dans votre cas? Dans votre discours, faites ressortir qu'au fond, il n'y a que deux façons dont la situation évolue. L'option numéro 1, c'est le statu quo. Un statu quo conflictuel, perdant-perdant. Par exemple, si on ne fait rien, je risque de m'enliser dans un poste qui ne me correspond pas, ou qui ne me correspond plus, je vais perdre en engagement et l'équipe pourrait en pâtir. Personne n'a intérêt à ce que je reste contre mon gré et que la situation se dégrade. Alors sans être accusateur, vous décrivez ainsi une voie possible assez sombre. Un employé démotivé, une performance en berne, peut-être des tensions, bref un scénario où tout le monde serait perdant à terme. Cette option n'est attirante pour personne et vous laissez cette impression flotter quelques instants. Attention, attention. Dans ce cas-là, vous devez aussi, en amont, avoir bien sondé la politique de l'entreprise. Il pourrait très bien se dire, eh bien, reste donc là, tu nous rapportes plus que ce que tu nous coûtes, et si tu ne fais vraiment plus rien, tu te mets à risque, et là, on aura aussi les moyens de te sortir par la force, je dirais, via un licenciement où vous ne toucherez rien. Donc, ce n'est pas ce que vous voulez sortir en bon terme et maximiser vos conditions de départ. Voilà, petit aparté important. L'option numéro 2, c'est la séparation amiable, donc le gagnant-gagnant, versus le perdant-perdant que je viens de mentionner. Là, vous contrastez avec l'autre voie. Par contre, si on trouve ensemble un accord ou une séparation amiable, alors je pourrais partir sereinement vers de nouveaux projets et vous pourrez recruter quelqu'un de pleinement engagé sur le poste. On se quitterait en bon terme, l'équipe comprendrait que c'est une évolution normale et l'entreprise montrerait qu'elle gère humainement ce genre de transition. Eh bien ici, vous brossez le tableau positif de la rupture professionnelle réussie. Chacun y trouve son compte, pas de conflit, une image positive pour l'entreprise, des ondes positives, etc. Alors c'est exactement qui est censé être la rupture conventionnelle à son début. C'était un dispositif de séparation mutuelle, le fruit d'un commun accord, ce qu'on appelle après un accord synalagmatique. C'était un commun accord pour l'employeur qui évite un licenciement conflictuel, qui gagne du temps, et pour le salarié qui obtient des indemnités et l'accès à l'assurance chômage pour rebondir. En posant ainsi ces deux options de manière clivante, vous polarisez l'attention de votre interlocuteur sur un choix clair. C'est presque manichéen. D'un côté, le mal, de l'autre, le bien. Alors évidemment, la réalité a plein de nuances et il ne faut pas être brut de décoffrage, il ne faut pas non plus arriver avec ces gros sabots parce que sinon ça éclabousse et vous allez tout perdre. Dans le cadre de la négociation, cette mise en contraste sert à faire ressortir l'évidence du bon choix. Psychologiquement, c'est très inconfortable pour quelqu'un de choisir sciemment l'option perdant-perdant. Donc en exposant le clivage, le conflit, le contentieux, vous faites en sorte qu'intérieurement, le RH, le manager, votre directeur rejette l'option numéro 1 et se disent non, ça on ne veut pas, ça ne va pas le faire. Et qu'il soit donc beaucoup plus réceptif à l'option numéro 2 sans que vous ayez à forcer. Alors attention, vraiment, attention, il faut manier ce clivage avec doigté. Il ne s'agit pas de menacer directement. Si vous n'acceptez pas, ce sera la catastrophe. Ou alors, si vous n'êtes pas content, moi je pars au contentieux. Ou si vous ne me donnez pas ce que je veux, je fous le feu à la baraque. Ça, si vous faites ça, c'est cuit. Vous imaginez bien, c'est tout ce qu'on vient de dire à l'opposé. On ne braque pas son employeur, on ne braque pas les RH, c'est pas ça. Il s'agit plutôt de faire percevoir la divergence entre les deux issues possibles de façon vraiment impersonnelle et avec tact. Vous décrivez une réalité potentielle sans attaquer la personne. La personne en face, elle vous a rien fait, d'accord? D'ailleurs, vous pouvez même présenter la chose comme ça. Je me fais du souci car je vois deux scénarios possibles. Plutôt que vous allez au-devant de problèmes si et si et si. Et c'est comme ça que vous polarisez le problème, pas l'interlocuteur. Et donc lui, il ne se sentira pas mis en cause, juste placé face à une sorte de petit dilemme où l'un des choix paraît clairement préférable et c'est de sa responsabilité de prendre cette décision. Donc le clivage fondateur sert donc de pivot dans votre narration. Il fait converger toute l'attention vers la nécessité d'une décision. Et naturellement, cette décision tend vers la solution que vous souhaitez et ce vers quoi vous les amenez puisque vous l'avez
peinte sous les couleurs les plus acceptables. Il faut créer le problème pour mieux en proposer la solution. Et il arrive parfois que la rupture professionnelle ne soit envisageable pour l'entreprise que si et seulement s'il existe un problème identifié, un problème suffisamment sérieux pour justifier une séparation. Et si ce problème n'existe pas, et s'il n'existait absolument jamais, eh bien, vous pouvez en créer un, subtilement, ex nihilo, de manière contrôlée, progressive et maîtrisée. Alors pourquoi faire ça? Parce que les RH ne savent souvent pas dire oui à un salarié pour qui tout va bien. S'il est performant, s'il est loyal, sans conflit, il fait du bon boulot, on a des perspectives pour lui, alors sa demande de départ volontaire désorganise complètement le système de référence. On vous répondra, mais pourquoi partir? Vous êtes bien ici, non? Nous, on a envie de continuer avec vous. Alors, restez au chaud. Donc pour sortir de cette impasse, il peut être judicieux de fabriquer un problème acceptable par les deux parties, qui suffit l'ouverture d'une solution. Alors comment on crée un problème acceptable? Eh bien déjà, quelques exemples. Le premier, c'est le malaise narratif. Vous exprimez une forme de décalage croissant entre vos aspirations et le poste. Pas un rejet frontal, hein, mais plutôt un mal-être diffus qui, malgré les efforts faits, ne se résorbe pas. Par exemple, j'ai essayé de me projeter, j'ai demandé à évoluer, mais je sens que je ne suis plus à la bonne place, c'est de plus en plus dur de m'impliquer comme avant. Autre exemple, pour créer ce problème acceptable, eh bien c'est la mission impossible. Vous alourdissez la complexité ou l'ambiguïté de votre rôle en montrant que votre périmètre devient flou, que les attentes sont irréconciliables ou que votre profil ne correspond plus à ce qu'on vous demande. Vous pourriez dire, je me retrouve à devoir gérer des tâches de plus en plus éloignées de mon cœur de métier et je sens que ce glissement nuit à mon efficacité. Autre manière de créer un problème, vous pourriez montrer qu'il y a une impasse. Vous montrez que vous avez déjà essayé de changer les choses, mobilité, formation, nouvelles responsabilités, manger votre pain noir, mais que ça n'a rien résolu. Ok, par exemple, vous pouvez dire, j'ai testé plusieurs pistes pour redonner du sens à mon poste, mais force est de constater que je tourne en rond. Et puis encore un autre exemple pour créer un problème acceptable, c'est celui du risque invisible. Vous suggérez, sans l'exprimer brutalement, qu'en vous maintenant dans ce contexte, l'entreprise prend un risque. Baisse d'engagement, désorganisation, ambiance altérée, etc. Exemple, je préfère qu'on prenne les devants plutôt que d'attendre une détérioration de la situation qui ne serait bénéfique pour personne. Cette technique repose sur le principe simple. Si vous créez un bon problème, mais la solution raisonnable pour l'entreprise devient la rupture professionnelle. Comme ce problème ne vient pas de vous, mais d'un cadre structurel qui vous dépasse, un système, eh bien, sans agressivité ni conflit, le RH, votre manager, votre directeur, voire même votre président, se sentira en position de contrôle. Il proposera lui-même la sortie parce qu'elle semble logique. Et c'est une forme avancée de nudge. Pour fabriquer petit à petit le problème et sa solution, vous laissez l'autre choisir la sortie. C'est bien tout ça, en théorie. Mais alors, qu'est-ce que ça donne en pratique? On va passer maintenant aux exemples tirés de notre expertise au quotidien chez rupturepro.com. Mais avant ça, n'oubliez pas que si vous êtes cadre, que vous pensez à tourner la page ou que vous sentez le vent tourner, que vous avez décidé de quitter votre entreprise, c'est une opportunité pour négocier votre départ intelligemment et avec un chèque. Les entreprises disent souvent que ce n'est pas la politique de la boîte. Si tu n'es pas content, la porte est grande ouverte. Eh bien, si elles sentent que vous connaissez les règles du jeu, elles préféreront négocier un bon accord plutôt que de se laisser entraîner dans une situation qui va empirer. Mais pour atteindre la table des négociations, sans vous griller, vous savez, vous n'avez qu'une seule cartouche, il vous faut une approche subtile et surtout ne pas faire n'importe quoi. Si vous voulez qu'on vous aide à mettre en place la meilleure stratégie de départ dans votre cas, vous pouvez prendre rendez-vous avec rupturepro.com. Notre équipe analysera votre situation avec vous de manière confidentielle et on vous donnera directement vos chances de succès. Le lien est sous la vidéo. Alors passons sur de la mise en pratique. Influencer et le RH et le manager pas à pas. Si on est sur la partie, donc là on est sur de la pratique concrète, hein. On va regarder comment orchestrer tout ce dont on a parlé dans le cadre d'une discussion réelle avec votre RH ou votre manager. Alors imaginons le scénario suivant et les étapes correspondantes. Étape numéro 1, vous préparez le terrain avant la discussion. En amont, renseignez-vous, préparez votre stratégie. Par exemple, vérifiez si votre entreprise est familière à des ruptures par consentement mutuel. Est-ce que c'est déjà arrivé à des collègues? Y a-t-il une politique interne? Voilà, si l'entreprise est réticente, de principe du moins, ou d'image, il faudra d'autant plus peaufiner votre approche avec tact et subtilité. Identifier qui sera le décideur clé. Est-ce que c'est votre manager direct qui doit être convaincu en premier? Ou alors directement le service RH? Ou alors votre N+2, le directeur, le président, peu importe. Préparez aussi également votre état d'esprit. Vous allez mener la danse de l'influence. Il faut y croire et rester calme. Dites-vous que vous n'allez pas en confrontation, mais en coopération, pas dans de bonnes dispositions pour communiquer de façon posée, de façon précise, concise, sincère, et bien sûr dans la recherche de solutions. L'étape numéro 2, c'est de choisir le bon moment et le bon contexte. Donc ne lancez pas le sujet à la volée, hein, entre deux portes, idéalement, planifiez un entretien dédié et
et ou profiter d'un rendez-vous existant, par exemple l'entretien professionnel, une réunion de suivi, un point de mi-année, où vous aurez suffisamment de temps. Un cadre informel peut aussi bien marcher, hein. Par exemple, vous discutez autour d'un café pour détendre l'atmosphère. L'important est que votre interlocuteur soit disponible mentalement et pas stressé par autre chose. Par exemple, évitez les périodes de bouclage budgétaire ou une journée où les RH ont 50 dossiers urgents. Vous voulez l'attention de la personne qui est en face de vous, une attention complète, dans un moment propice à une conversation sincère. N'hésitez pas à annoncer le thème à l'avance, de manière neutre. J'aimerais discuter avec vous de ma situation, de l'évolution de l'entreprise, afin qu'il ne soit pas pris de court et méfiant. L'étape numéro 3, il est important de briser la glace et d'introduire le sujet en douceur. Commencez la discussion en terrain neutre et positif. Remerciez votre interlocuteur de vous accorder du temps, montrez votre attachement à l'entreprise ou aux choses que vous avez apprises jusqu'ici. Par exemple, je suis content qu'on puisse échanger ouvertement, j'apprécie beaucoup ce que j'ai appris dans l'entreprise ces dernières années, blablabla. Déjà, ça va rassurer votre interlocuteur. Vous n'êtes pas là pour régler des comptes avec lui agressivement, vous n'êtes pas là pour chercher un coupable. Ok. Ensuite, vous exprimez votre ressenti et faites-le de manière factuelle et personnelle. Ça fait quelques années, ça fait quelques temps, ça fait quelques mois que je me sens en décalage avec mon poste, malgré nos tentatives pour que ça colle. Ici, vous placez le constat de problème sans accusation. Utilisez le «je» pour parler de vous et éventuellement le «nous» pour les essais communs. Par exemple, vous aviez déjà discuté de formation, de changement de poste, de changement de mission, etc. Donc le but est que votre interlocuteur reconnaisse la réalité du problème avec vous. Vous pouvez lui demander son avis. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu avais peut-être ressenti déjà ça de ton côté? Voilà. S'il acquiesce, vous avez déjà un petit, hein, mais un premier oui. Rappel de la stratégie du consentement graduel, hein, le pied dans la porte dont on a parlé juste avant. S'il ne semble pas convaincu, écoutez ses arguments, écoutez-le, c'est important l'écoute active, soyez dans l'empathie, mais sans vous écarter de votre ressenti. Vous pouvez très bien dire, je comprends que du point de vue de l'entreprise, tout semble aller, ou de ton point de vue, tu sembles dire que c'est normal, mais de mon côté, en fait, moi, je sens une frustration qui grandit. Vous semez ainsi la graine qu'une action, quelle qu'elle soit, hein, devrait être envisagée. L'étape numéro 4, c'est de valoriser l'autre partie et de présenter les objectifs avant de proposer une solution. Prenez le temps de valoriser votre interlocuteur et l'entreprise. Par exemple, mon souhait, c'est vraiment que nous trouvions la meilleure solution pour toi et pour l'entreprise. Je sais que tu as toujours été à l'écoute, tu as toujours essayé de faire au mieux pour l'équipe, pour moi. Voilà. Ce genre de phrase a un double effet. D'une part, ça flatte subtilement, et tout le monde aime qu'on reconnaisse son écoute, son sens du bien de l'entreprise, son professionnalisme, voilà, son grand cœur, tout. Et d'autre part, elle rappelle aussi l'objectif commun, trouver la meilleure solution pour tout le monde. Vous placez ainsi votre interlocuteur, le manager, le RH, le directeur, en posture de partenaire, et un partenaire bienveillant dans la résolution et non en adversaire. Et c'est important psychologiquement, euh, s'il se voit comme quelqu'un de compréhensif et de responsable, il aura donc à cœur d'agir en cohérence avec cette image positive. Personne n'aime décevoir les attentes positives placées en lui. Donc, vous préparez le terrain pour qu'il accepte volontiers d'explorer votre solution. L'étape numéro 5, c'est d'introduire l'idée de la rupture professionnelle, le nudge décisif. C'est le moment délicat. C'est le moment délicat où l'on met sur la table l'idée de la rupture amiable sans la brandir comme une exigence. Si vous arrivez en disant je veux ça, rappelez-vous, ça ne marche pas. Il y a une différence importante dans cette approche, dans les manières de le faire en mode nudge. Et la différence, elle se base sur plusieurs points. La première, c'est de le faire sous forme de questions ouvertes. Étant donné tout ça, est-ce que vous verriez une mobilité externe comme une option possible? Le fait de poser la question laisse à l'autre, bien évidemment, le sentiment de maîtriser la réponse. Vous ne forcez pas, vous sondez. C'est moins engageant qu'une affirmation, donc moins menaçant. Ensuite, en la glissant parmi d'autres options. J'ai réfléchi à plusieurs issues possibles, soit on continue ainsi, en espérant que ça s'arrange, aménagement de poste, voilà, soit on envisage en fait un changement de poste. Ou éventuellement une séparation si on voit que ça coince vraiment. Qu'en pensez-vous? Qu'en penses-tu? Comment tu vois les choses? Ici, vous allez mentionner la rupture parmi d'autres options, sans en faire la seule solution. Alors ça va normaliser la chose. Souvent, l'interlocuteur éliminera de lui-même les options peu viables. Continuer alors que ça ne va pas, ou un hypothétique changement de poste si on n'a pas disponible, et donc à la fin retiendra la solution raisonnable du milieu. Troisième chose, c'est en témoignant d'un retour d'expérience. Vous pouvez dire, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un tel, un ancien collègue qui était dans une situation similaire. Il m'a raconté que la mobilité externe avait été une bonne solution pour lui, pour l'entreprise, etc. En partageant un exemple réel, si possible vrai, hein. On est toujours dans cette sincérité, c'est important. Sinon, prenez un cas générique crédible, mais il faut que ça sonne vrai, hein. Vous utilisez la preuve sociale. Cela rend l'idée concrète et moins effrayante, car quelqu'un d'autre l'a déjà fait avec succès.
Et donc, votre interlocuteur peut se projeter en disant: «Bon, effectivement, ça s'est bien passé ailleurs, donc pourquoi pas moi?» Donc l'important pendant cette étape est de rester à l'écoute des réactions. Si vous sentez une ouverture, un ouais, c'est envisageable, voilà, même prudent, ne sautez surtout pas au plafond tout de suite. Continuez à discuter, comme si c'était une option naturelle. Par exemple, explorez ce que cela impliquerait. Ne montrez pas que vous connaissez le dispositif, la durée de préavis, les indemnités légales, les procédures officielles. Voilà. Laissez la personne en face de vous, si c'est la RH, bah, vous expliquer naïvement. Si au contraire, vous sentez de la réserve ou une objection forte, non, la direction n'aime pas trop ce genre de départ, ou alors c'est pas la politique de la boîte, bah, ne vous braquez pas non plus. Accueillez la remarque, ok, je comprends, c'est pas une décision à prendre à la légère. Puis cherchez à clarifier. Mais alors, qu'est-ce qui vous gênerait le plus dans cette solution? Et c'est là où vous devez absolument écouter les éventuels freins. Ça peut être au niveau du budget, ça peut être au niveau des process, ça peut être au niveau d'une crainte d'un précédent, ça peut être au niveau du timing. Bref, ceci vous permettra d'apporter des questionnements spécifiques pour les lever sans foncer tête baissée. On avance toujours avec prudence et patience. Étape numéro 6. Donc, je remets dans le contexte. On est là pour la mise en pratique. Comment influencer le RH, le manager, pas à pas. Étape numéro 1, préparer le terrain. Étape numéro 2, choisir le bon moment et le bon contexte. Étape numéro 3, briser la glace et introduire le sujet en douceur. Étape numéro 4, c'est de valoriser l'autre partie. L'étape numéro 5, on vient d'en parler, c'est d'introduire l'idée de la rupture amiable avec le nudge décisif. Et donc, l'étape numéro 6, maintenant, c'est de renforcer le gagnant-gagnant et de conclure positivement. Si l'idée de la rupture est désormais sur la table et relativement bien accueillie, il est temps de bétonner le côté gagnant-gagnant. On va être plus après sur une partie coopération. Mais déjà, on bétonne pour que le consentement devienne quasi évident. Rappelez déjà, on fait des boucles, on rappelle brièvement les avantages pour chacun. Comme on en a parlé, ce serait vraiment une solution, on s'y retrouve tous. De votre côté, il n'y a pas de procédure lourde ni de conflit. Du mien, voilà, moi je peux partir en bonne entente, sereinement. Voilà, on boucle, on refait, on revient sur ce qui fait consensus. N'hésitez pas à reprendre les termes même que votre interlocuteur a pu employer. S'il a concédé que oui, ça pourrait être éviter des complications, bah rebondissez exactement. On évite les complications inutiles. Validez à ce moment-là l'accord de principe. C'est extrêmement important. Une fois qu'il y a eu séparation, énonciation de la séparation, ensuite on valide l'accord de principe. Si je comprends bien, on pourrait commencer à regarder concrètement comment mettre ça en place. C'est bien ça. En obtenant à ce moment-là un oui explicite à cette phrase, vous êtes pratiquement arrivé. Alors, vous restez professionnel jusqu'au bout, hein. Vous proposez, par exemple, d'envoyer un mail de synthèse ou de prévoir un prochain point pour discuter des modalités, la date de départ, la communication de l'équipe, etc. Cela montre que vous êtes constructif et organisé, ce qui confortera l'autre dans l'idée qu'il fait le bon choix en collaborant avec vous, en vous faisant confiance. Et en off, bah, ça laisse une trace aussi par écrit. C'est important. Remerciez-les sincèrement d'avoir été à l'écoute et d'envisager cette solution avec vous. En sortant de l'entretien, gardez une attitude normale, positive, partir en mode champagne. Montrez une attitude neutre, hein, et que vous agissez comme à l'ordinaire, ni déçu ni ravi de la situation. Voilà, c'est neutre. Cela finira de le convaincre qu'il a fait le bon choix et un choix raisonnable. Voilà un déroulé possible qui bien sûr devra s'adapter aux spécificités de votre contexte, hein. Vous vous doutez bien, la négociation c'est du cas par cas. Ça dépend du contexte, ça dépend de la situation de votre entreprise, ça dépend des différents protagonistes, ça dépend de l'environnement, ça dépend de vous aussi. L'important est de la philosophie générale, c'est déjà de vous préparer, d'amener progressivement le sujet, de suggérer habilement, de faire valider étape par étape et puis surtout de conclure sur du gagnant-gagnant. Donc si à un moment du processus ça coince, ne forcez pas immédiatement. On n'y va pas en forçant, on y va en douceur. Prenez du recul, revenez plus tard ou impliquez éventuellement un tiers de confiance, par exemple un supérieur de votre manager qui comprend votre démarche pour appuyer l'idée de manière sans peut-être votre allié. Parfois, il faut laisser mûrir la suggestion dans l'esprit de l'employeur. Donc soyez patient, voilà, tout en restant cohérent et déterminé sur le fond. Alors en conclusion, voici une checklist rapide des techniques et des attitudes à utiliser pour influencer en douceur votre employeur vers une rupture professionnelle. Assurez-vous d'avoir activé chacun de ces coups de pouce, de ces nudges mentaux dans votre démarche. Alors, premièrement, mettez-vous à la place de votre interlocuteur. Identifiez ce qu'il veut et ce qu'il craint. Adoptez vos arguments en montrant que la situation sert les intérêts, ses intérêts. euh, Éviter un conflit, préserver l'image de l'équipe, gagner du temps. Deuxièmement, soignez le climat de confiance. Adoptez une attitude sincère et ouverte, pas de menaces, ni discours, ni double discours. Montrez que vous cherchez une solution équitable et respectueuse. La confiance est le lubrifiant de votre influence. Troisièmement, introduisez l'idée graduellement. Le nudge, c'est la progression. Parlez d'abord du problème, obtenez des petits oui sur le constat et ensuite proposez quelques pistes, puis seulement amener la rupture amiable comme une possibilité. Donc évitez l'annonce choc. Quatrième point, utilisez un langage positif et commun. Reprenez le vocabulaire de l'entreprise ou de votre interlocuteur pour présenter la démarche, par exemple mobilité externe, évolution de carrière, construction, gagnant-gagnant, tous ces termes. S'il se reconnaît dans vos mots, il sera forcément plus enclin
à l'accepter. Cinquièmement, racontez une histoire plutôt que d'aligner des revendications. Donnez du sens à votre demande au travers d'un narratif, un récit cohérent, votre parcours, votre ressenti, une décision commune pour un meilleur futur. Voilà, un storytelling est extrêmement important. S'il est bien ficelé, il reste en tête et convainc mieux qu'une liste d'arguments. Sixièmement, maîtrisez vos émotions et votre timing. Restez calme, évitez de discuter sous le coup de la frustration. Colère, choisissez un moment propice. Si la conversation dévie ou s'envenime, recentrez gentiment ou remettez à plus tard, hein. Vous gardez ainsi l'initiative sans perdre la bienveillance. C'est extrêmement important. Septièmement, misez sur le gagnant-gagnant constant. À chaque étape, vérifiez que vous mettez en lumière ce que l'autre y gagne. Même la moindre concession de sa part doit être valorisée par un bénéfice clair en face. Ok. En gros, il faut que l'autre acquiesce, valide. Par exemple, s'il accepte d'en discuter, souligner que c'est pour trouver la meilleure solution pour tous, marteler subtilement, le bénéfice mutuel va dissiper l'impression de sacrifice de son côté. 8. Ayez des faits et exemples concrets en support, que ce soit des chiffres, des faits précis, des dates, des exemples d'autres personnes. Armez-vous de quelques données tangibles, pas pour les asséner de manière bureaucratique ou juridique, hein, mais pour renforcer votre crédibilité si on vous pose des questions. Par exemple, demandez à l'autre de vous rappeler brièvement comment ça se passe en interne, la procédure officielle. C'est encadré, c'est sérieux, donc ça fait baisser le risque. Neuvièmement, soyez prêt à donner un peu pour recevoir. C'est le principe de réciprocité. Montrez votre bonne volonté. Vous formez le remplaçant, vous finissez un projet, ou continuez avec un client, pas dire de mal de l'entreprise par la suite. Bref, toutes ces choses-là, ça va permettre à l'autre de vouloir également faire la même chose. Il sera plus enclin à vous donner. Donc une négociation subtile reste un dialogue. 10. Surveillez les signaux faibles. Ça, c'est extrêmement important. Faites attention au non-verbal et aux réactions de votre interlocuteur. S'il se crispe à un moment, ralentissez et revenez à quelque chose de rassurant. S'il semble au contraire ouvert et hoche la tête, acquiesce, etc., profitez-en pour avancer un peu plus vos pions. Cette écoute active vous permet de calibrer vos nudges et de le faire en temps réel, comme dirait Chris Voss, le négociateur au FBI. Chaque coup de pouce coché dans cette liste augmente vos chances d'orienter la décision finale en votre faveur sans jamais avoir eu besoin de hausser le ton ou de contraindre qui que ce soit. Vous voilà donc armé de toutes les techniques de nudge et de communication d'influence pour guider subtilement votre RH, votre manager, votre directeur vers l'acceptation d'une rupture professionnelle. Alors, ce que vous entreprenez là est un exercice de finesse. En jouant sur la diplomatie, la psychologie, la confiance et la narration, vous transformez potentiellement un non instinctif systématique en un oui réfléchi et volontaire. Et c'est du win-win. Vous obtenez votre départ dans de bonnes conditions et l'entreprise y trouve aussi son compte. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez le temps de préparer votre approche en reprenant les étapes de tout ce guide. Si vous voulez qu'on vous aide à mettre en place votre narratif, votre script, votre stratégie, votre plan d'action en utilisant les nudges, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec nous sur rupturepro.com. On analysera ensemble votre situation et si on peut vous aider, on vous donnera accès directement à notre script irrésistible et irréfutable, clé en main pour ne pas perdre de temps et ne pas faire d'erreurs majeures. Entraînez-vous en simulant les entretiens avec des pros, et oui, c'est du travail. Soyez confiant dans votre plan, mais gardez de la souplesse pour vous adapter aux réactions en face. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres collègues, des proches, des amis qui pourraient en avoir besoin, ou à laisser un commentaire avec vos propres expériences de négociation réussies. Et dernière pensée, bien entendu, rappelez-vous que l'éthique et la sincérité doivent être et doivent rester vos boussoles. Influencer, ce n'est pas manipuler pour tromper, c'est communiquer intelligemment pour atteindre un but, un accord qui respecte les deux parties. Donc utilisez ces coups de pouce, ces nudges avec intégrité et vous augmenterez considérablement vos chances d'obtenir ce que vous souhaitez tout en conservant finalement de bonnes relations professionnelles, votre crédibilité et d'obtenir le maximum de cette négociation. Voilà, bonne chance dans vos démarches et à bientôt pour de nouvelles astuces professionnelles.